la radio des auditeurs, votre radio. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. D'abord, une pensée en ouverture de cette nouvelle balade littéraire. Ne croyez pas que ce qui vous est difficile de maîtriser est humainement impossible. Et si c'est humainement possible, considérez que c'est à votre portée. Ce sont des paroles sages de l'écrivain Marc Aurèle qui brisent le mythe de l'impossibilité ou de l'inaccessibilité à certains vœux. Volonté égale possibilité donc, à la condition de manifester la volonté ferme d'y parvenir, de se donner les moyens, aussi bien spirituels que matériels. La vie est un défi permanent, un vaste fleuve, avec des orages, des vagues, des hautes mers, mais aussi des moments d'accalmie. Il faut en permanence faire son histoire et non la subir. Dites-vous bien que le premier défi que vous lance cette émission, c'est celui de toujours avoir à son chevet, dans son cartable, dans son bureau, pourquoi pas dans son véhicule, un livre à consulter chaque semaine. Il ne s'agit pas d'avoir avec soi un ornement pour les regards extérieurs, mais d'avoir une pensée, un point de vue nouveau d'un auteur qui nous donne sa lecture du monde. Aujourd'hui, nous avons pour auteur Valentin Adebabeng, une plume connue tant sa bibliographie est immensement peuplée de textes et de très bons d'ailleurs. Cela est une grande première et nous apporte une biographie. Le titre de l'ouvrage, c'est Léopold Akono-Mvondo, une vie d'ingénieur, 30 ans de génie civil. Il ne s'agit pas aujourd'hui pour nous de seulement donner la parole à l'auteur pour qu'il nous éclaire sur le contexte de création de son ouvrage, sur ses motivations, sur ses visées, mais aussi de donner la parole à son sujet d'étude, qui dit qu'il ne faut pas faire une biographie ou bien alors qu'il faut uniquement faire des biographies aux disparus. Eh bien, le sujet d'étude en la personne de l'ingénieur hors échelle Léopold Akono-Mvondo nous fait l'honneur de partager notre plateau pour avec nous examiner la véracité des faits comptés par la biographie qui lui est dédiée, mais aussi partager les motivations qui lui ont poussé à se dévoiler, à se laisser dévoiler dans un livre. Nous en saurons un peu plus sur sa profession, l'apport de l'ingénieur en travaux publics dans le chemin de la construction et de l'aménagement d'une émergence probable pour les années à venir. Nous avons hâte et déjà de l'eau dans la bouche. On devine très bien que vous aussi. Installez-vous confortablement donc et bienvenue, bonsoir. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, et j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite,
avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Avant de retrouver nos invités, que dire dans cette première partie réservée à l'auteur et au livre? Juste quelques mots, c'est mieux. Quelques mots simplement. Valentin Atebabeng est un auteur par ailleurs éco-manager, environnementaliste. C'est une plume sensible et engagée. Il a déjà publié dans la collection Proximité, entre autres, Une vie d'orphelin qui est un roman, c'était en 2009, Tourisme en République bananière, un autre roman en 2010, ensuite La lame et le couteau en 2014, toujours un roman. En 2012, il commet un essai intitulé Le fleuve Nyong face aux menaces écologiques, naturelles et industrielles. C'était aux éditions L'Harmattan. En 2019, un nouvel essai, cette fois sur le sport, précisément sur le football féminin. Le titre, Sur les chemins escarpés du football, joué par les femmes. Un essai publié aux éditions Proximité, tout comme la biographie qu'il nous présente dans cette édition. Disons également quelques mots sur le dit texte qui a pour titre, et nous l'avons dit à la première de couverture de l'émission, Léopold Akono Mvondo, une vie d'ingénieur, 30 ans de génie civil. Le texte en 147 pages parcourt l'histoire de celui qui est aujourd'hui conseiller technique au ministère des Travaux publics au Cameroun. En 9 chapitres, l'auteur balade son lectorat dans la vie de famille de son sujet d'étude. Les grands-parents, puis le père qui se marie à une seconde femme, pourtant chrétien catholique fervent croyant et pratiquant pour avoir des enfants. Sa première épouse ne lui en donnera pas. Léopold Akono Mvondo sera le troisième de son père. Il naîtra à Ayos, fera ses études à Akonolinga, où il sera toujours parmi les premiers à l'école primaire et même au lycée, passant de tableau d'honneur en tableau d'honneur. Normal, il était assis sur un socle familial solide, dans un camp mémorable à Konolinga, même pour les proches. Homme au tempérament doux, conciliateur de tous les instants, l'ingénieur aujourd'hui hors échelle fera ses études universitaires à Yaoundé 1, en faculté des sciences, précisément filière physique. Son concours à l'école des travaux publics lui ouvrira les portes pour une longue carrière au service des travaux publics au Cameroun. De la plus petite marche à la grande, il a su les monter jusqu'au sommet sans compromission. De la région du Sud où il a fait ses premiers pas et a commencé à construire sa famille puisqu'il a rencontré son épouse là-bas. Puis il est revenu à Yaoundé. L'ingénieur hors échelle a toujours cru que seul le travail bien fait peut obtenir récompense. Entre coups bas, hypocrisie et fausse sympathie, il a pu tenir 30 ans au service du génie civil avec des réels motifs de satisfaction à travers sa contribution dans les travaux publics. Il en sera d'ailleurs remercié. Le livre renseigne qu'il a été vu à l'œuvre par le chef de l'État, Paul Biya. C'est pas rien, en personne, alors qu'il reparaît un pont. Il sera décoré sans en avoir fait la demande. Les 30 ans de carrière n'ont pas été que bonheur. Il a été accusé à tort de malversation financière, envoyé en prison puis sorti 100 jours après, dès que la vérité a été rétablie. Le livre se referme sur ce qu'est en réalité un ingénieur en génie civil, sur la contribution de ce domaine à l'émergence du Cameroun. Dans les propositions de l'ingénieur hors échelle, celui-ci pense que le Cameroun doit envisager de se doter d'une entreprise de travaux publics, de génie civil, une structure qui pourrait conquérir ce secteur en Afrique et pourquoi pas au-delà. Merci d'écouter la radio. Valentin Atebabeng, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir aux techniciens. Ulrich Kemoui qui va nous accompagner toute la nuit.
derrière la baie vitrée. Vous permettez que je dise bonsoir à quelques auditeurs. Naturellement. Je voudrais particulièrement dire bonsoir à un ministre des Travaux publics, un ancien ministre des Travaux publics. Oui. Et vous comprendrez pourquoi je lui dis bonsoir, pour 2 raisons. Parce que c'est un frère d'Union Infou, il a été ministre des Travaux publics en basse à la Patrice. Et parce que il fait partie des personnages qui ont été cités dans le livre. Oui. Pour ces 2 raisons, je lui dis bonjour, et c'est quelqu'un qui est très attaché au travail bien fait. Oui. Je voudrais également dire bonjour à un auditeur, Monsieur Mayanga Mishka Kamba, qui nous suit très religieusement, et enfin à mon épouse Étoile. Qui certainement est à l'écoute. Je crois qu'elle nous suit. Bon, je crois qu'elle nous suit. Elle, oui. Donc, et je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de partager cette réflexion, cet ouvrage, ce bébé spirituel. Et nous espérons que nous passerons des bons moments. Permettez que j'accueille également Léopold Akono Vondo, monsieur le conseiller technique. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous appeler, Léopold Akono Vondo, monsieur le conseiller technique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci monsieur Foucault, bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Royal FM. Habitué des médias ou pas du tout? Pas du tout. Merci de nous faire donc l'honneur de sortir de votre tempérament très calme pour venir nous parler quand même de votre carrière. 30 ans d'ingénierie en ce qui concerne le génie civil, c'est pas rien, c'est beaucoup d'années quand même. Oui, beaucoup d'années. Beaucoup d'expérience également. Oui, beaucoup d'expérience, parce qu'enfin 30 ans, c'est pas 3 jours. C'est pas 30 jours, c'est 30 ans. Oui. Donc, c'est une aventure qui a commencé en 1989 et qui ne s'est pas encore achevée jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et on espère qu'elle sera plus longue et peut-être il y aura d'autres lauréés après conseiller technique. Pourquoi pas? On peut monter encore au niveau de la pyramide. Pour aller où? Peut-être ministre, pourquoi pas? Non, par mais exemple. ça, on parle du génie civil ici. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec le ministre ou le gouvernement. Non, on parle du génie civil. C'est davantage un savoir-faire. Oui, c'est ça. Il faut partager l'expérience avec les ça. plus jeunes. C'est ça. Alors, avec l'auteur Valentin Atebab, on vous a connu dans le roman, puis les essais. Pourquoi dans la biographie aujourd'hui? Bon, ok, ben merci. La société, nous vivons dans une société en mal de repères, une société en mal de modèles d'identification. Et cela nous inspire, cela nous pose un problème. Non seulement cela nous pose le problème du devoir de mémoire, la responsabilité de restituer à la postérité un legs moral, un legs social, pour que les générations futures puissent avoir des points d'ancrage pour évoluer, pour se développer, pour s'améliorer. Donc, de ce point de vue, nous avons pensé qu'une biographie, reste cet instrument de cadrage et de recadrage de la société. Et nous sommes aujourd'hui dans une société où le citoyen est au carrefour des situations, avec une multitude d'offres, où les uns et les autres ne savent plus quel est le chemin suivre. Or, une société ne peut pas évoluer sans modèle. Et il y en a. Nous sommes 30 millions de citoyens. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de modèle dans notre société. Et les auteurs, les écrivains peuvent observer la société et se dire il y a un modèle d'identification et ce modèle peut nous inspirer et peut permettre à proposer aux générations futures quelle est
le modèle auquel ils peuvent s'identifier. Voilà les vraies... Voilà les motivations, ce qui nous a motivés à écrire cette biographie. Oui, ça vous a pris combien de temps au niveau du travail, peut-être d'abord de recherche? Vous avez effectué une véritable démarche scientifique. Il y a eu la rencontre, des concertations avec des personnes proches du sujet d'étude. Comment cela s'est passé sur le terrain et en combien de temps? Oui, un livre, vous pouvez écrire un livre en 2 heures de temps. Mais vous pouvez le concevoir en 10 ans. C'est-à-dire que vous concevez un livre, vous imaginez ce qu'il peut être. Oui. Tout ça, c'est ça qui prend trop de temps. Maintenant, pour l'écrire, vous pouvez l'écrire en 2 heures de temps. Pour me résumer, ce livre m'a pris un peu plus de 4 ans. Oui. Un peu plus de 4 ans. D'abord. Maintenant, la méthode. Vous avez posé un problème de méthode. Oui. La méthodologie utilisée. Oui. Oui. Nous avons fait recours à des instruments tels que les enquêtes, les entretiens par téléphone et face à face. En réalité, les enquêtes ont été faites par population cible. Nous avons pris des ingénieurs, nous avons pris des amis, nous avons pris les membres de la famille, nous avons pris des connaissances. Et nous avons formé un corpus, nous avons formé un échantillon. Et nous avons remis des questionnaires. Et les questions qui nous ont paru un peu moins claires, qui nous ont paru un peu floues, nous sommes allés vers ces personnes enquêtées pour avoir des entretiens face à face avec eux. Et c'est l'occasion de dire que je remercie tout ce qui nous ont permis d'écrire cet ouvrage à travers leur contribution, à travers les réponses qu'ils nous ont données. Je remercie également ceux qui se sont érigés en censeurs et qui ont par volonté nous ont mis les bâtons sur les roues pour qu'on ne puisse pas avancer. Ils ne voulaient pas peut-être délivrer leur part de vérité. Je leur dis merci parce que ils m'ont permis de surmonter ces écueils et d'aller plus loin. Et peut-être que s'ils n'avaient pas posé ces écueils, je ne serais pas allé jusqu'au bout de ce projet. Donc je leur dis à ces deux groupes de personnes, merci. Je dis aussi que j'ai bien connu quel était l'être humain dans sa duplicité. Et je le dis pour les écrivains, pour ceux qui voudront écrire des biographies et les difficultés auxquelles ils devront être confrontés. Quelqu'un vous fait un témoignage, vous l'enregistrez, il vous rappelle, il vous dit de ne pas le publier. Quelqu'un vous fait un témoignage, il se rebiffe, il vous dit bon, je voudrais rectifier. Mais quand il rectifie, il est totalement en porte-à-faux avec ce qu'il a dit un peu plus haut. La première fois, oui. Quelqu'un vous donne un rendez-vous ferme, il vous dit passez, je vais donner mon témoignage. À la dernière minute, il se rebiffe. Donc tout cela fait partie du projet, des difficultés inhérentes au projet d'écriture. Et cela m'a mûri. Et cela m'a bien fait comprendre quel était l'homme dans la plénitude de sa duplicité. Donc voilà en gros la démarche méthodologique et également les difficultés auxquelles j'ai été confronté dans ce projet d'écriture. Alors, monsieur l'ingénieur Orichel Léopold Akonou Vondo, lorsque l'auteur vous approche, comment est-ce que la rencontre s'effectue, du moins pour parler de ce travail? Vous dites à quel moment qu'il est temps pour vous de délivrer votre expérience aux plus jeunes, d'abord dans le domaine du génie civil, et peut-être même délivrer un profil de carrière pour ceux qui entrent nouvellement dans la fonction publique ou bien simplement qui veulent entrer dans la vie active. À quel moment vous vous dites il faut partager mon expérience? Oui, en fait, merci pour la question parce qu'en fait elle est fondamentale. Il y a un moment où on sent qu'il faut commencer à atterrir. Et comme le disait l'auteur tout à l'heure, nous sommes à la croisée des chemins. Et le moment où il faut commencer à dire aux hommes de faire des choses qui sont bien. Et quand on a eu
la grâce de faire une carrière comme la nôtre, il faudrait bien qu'on commence à penser que on peut arriver, même partant de rien, et devenir un homme et trouver sa place sous le soleil sans se compromettre. J'insiste là-dessus. Donc ça fait que c'est un projet qu'on mûrit depuis mon quart de siècle d'activité. Donc après 25 ans, nous nous situons à peu près en 2015-2016, quand je suis encore directeur de l'entretien du ministère, parce qu'on n'a fait que travailler toute notre vie. Donc c'est en ce moment qu'on commence à se dire, mais en fait, on a passé beaucoup de temps à faire un métier qu'on appelle le génie civil, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir, quand vous empruntez un véhicule, vous vous baladez, vous traversez la poste centrale. C'est sur quoi vous roulez? C'est du génie civil. Tout à fait. Et tout ce que vous voyez tout autour de vous, qui est construit, c'est du génie civil. Donc ça fait que du coup, on a fait ce métier-là dans des conditions très difficiles. J'imagine un ingénieur qui est formé, par exemple, dans une école française, ou canadienne, ou américaine, et qui doit aller travailler dans une zone assez reculée, où il n'y a même pas de quoi transporter un morceau de bois. Il sait que pour pouvoir travailler, construire un pont, il faut des grues, il faut ceci, il faut cela. Mais ce matériel de génie civil, vous ne l'avez pas. Et quand vous ne l'avez pas, il faut donner le pont aux populations. Donc en fait, c'est un peu ça. Quand on a traversé ce genre d'étapes, on sait exactement ce que c'est que... Quel est le problème que peut avoir un ouvrier? Quand vous avez laissé votre femme à Douala, on vous a amené travailler à Ebolova, ou alors en Vangan, pour ceux qui connaissent bien le sud, vous allez vous rendre compte que il y a quand même que cet ouvrier qui laisse sa femme à Douala et vient faire du ferraillage, plier le fer, comme on dit vulgairement, à Ebolova, ou dans une zone reculée, doit nourrir sa famille. Donc, quand vous travaillez avec lui au jour le jour, au corps à corps, vous comprenez, quand vous revenez par exemple à Yaoundé pour être grand directeur ici, vous savez que quand le décompte de cette entreprise arrive, il faut le payer. Parce que vous avez touché, palpé les réalités du terrain. Donc, après avoir donc fait ce parcours-là, en 2014-2015, il était temps pour qu'on commence à restituer aux autres ce qu'on a pu faire. D'abord, et en plus de ça, transmettre un peu ce virus-là qui manque tant à la société actuellement, c'est-à-dire le virus de l'éthique. There is another way of life. Donc en ce moment-là, il faut dire aux gens, nous allons faire d'une autre façon. Et que cette façon-là existe aussi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est un projet qu'on a mûri, et par la grâce, nous avons pu faire une carrière qui est assez admirable, et qui peut susciter une attention vers vous. Et en ce moment-là, on se retrouve un peu comme un détenteur d'une mission de former, détenteur d'une mission d'informer, et détenteur d'une mission d'amener les autres à faire ce qui est bien. Alors, lorsqu'on lit l'ouvrage publié, on se rend bien compte que ça a été un peu au départ comme un chemin tranquille, les études à l'école primaire, vous obtenez votre CEPE autrefois, vous allez au lycée, tout se passe plutôt bien. À l'université, c'est au niveau 3 que vous décidez véritablement de faire, parce qu'on a lancé un concours, le génie civil, du moins l'école des travaux publics. Après le niveau 3. Après le niveau 3. Oui. Alors, pourquoi c'est au niveau 3 que vous décidez véritablement de vous orienter? Est-ce que bien avant, vous aviez déjà imaginé
que vous allez finalement vous diriger vers les travaux publics? Loin d'être un long fleuve tranquille dès le départ, je voudrais déjà signaler que c'est vrai que nous avons eu ce qui est dit dans la biographie, un long fleuve tranquille, non. Il y a eu des hauts et des bas. Non, je voudrais vous signaler que la vie ne nous a jamais fait de cadeau. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la petite famille que mon père a laissée, j'avais 7 ans. Oui. Quand mon père partait, et 3 ans après, c'est ma mère qui partait. Vous comprenez très bien que quand vous êtes orphelin de père et de mère à l'âge de 10 ans, c'est pas un long fleuve tranquille. Je disais, la grâce a bien voulu, et le bon Dieu a bien voulu que aujourd'hui, j'ai oublié quand est-ce que j'ai fait l'école. C'est-à-dire qu'en fait, on peut... Le bon Dieu dote les gens de beaucoup de choses. Il m'a doté un peu d'intelligence. Et ça fait que du coup, il fallait, avec son intelligence, il fallait travailler tout de même. Tout à fait. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le monopole de l'intelligence. Il y avait dans la classe des gens aussi intelligents. Et qui, effectivement, il fallait les challenger, il fallait être premier, il fallait beaucoup travailler dans des conditions d'un orphelin. Donc, ce n'était pas facile du tout. Effectivement, on voit, lorsqu'on lit le parcours, à l'université, ça n'a pas été évident. Pour même présenter le concours, il a fallu qu'une sœur prête un tout petit peu de l'argent pour le faire. C'est quand même des réalités de la vie. C'est pour ça que je dis que loin de ce fleuve tranquille, vous comprenez très bien que pour quelqu'un qui a une licence en physique et qui n'arrive pas à se trouver de l'argent pour faire le concours, ma grande sœur, qui est de regrettée mémoire aujourd'hui, c'est elle qui m'avait donné les frais de concours. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas évident. J'ai eu cette grâce-là, que depuis la classe de 6e, j'avais des bourses qu'on donnait à l'époque. Ça n'existe plus maintenant. Oui. Mais c'était vraiment des éléments motivateurs qui pouvaient permettre à beaucoup d'enfants de pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire de la 6e jusqu'en terminale, j'ai eu ma bourse. Et quand je suis arrivé à l'université de Yaoundé, il n'y avait pas de Yaoundé 1 à l'époque. Oui, nous sommes des anciens. La division arrive un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Et nous avons la bourse d'étudiants. Donc, du coup, ça nous permettait de payer notre chambrette qui était située dans les bas-fonds de Polytechnique, derrière Polytechnique, où quand il pleuvait, vous ne pouviez plus passer. Donc, il fallait quand même payer ça. Ça ne coûtait pas grand-chose, mais il fallait le payer avec sa bourse. Et il y avait le restaurant qui fonctionnait. On pouvait se permettre d'avoir ses tickets et manger et puis aller à l'école. Tout à fait. Puis aller à l'école. Donc, vous comprenez très bien que il y a eu quand même il y a eu des difficultés. Oui, des difficultés et puis beaucoup de sacrifices. Même après l'obtention d'un travail, lorsque vous êtes à Ebolova, lorsqu'il faut revenir à Yaoundé, il faut revenir, partir, retrouver la famille. Donc, il n'y a jamais de long c'est partir et revenir. Ebolova est la région du Sud. C'est une amitié parfaite pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'y suis allé, je ne sais pas comment, mais j'y ai fait une quinzaine d'années. Mais je ne sais plus où je suis, là où je suis là maintenant, qu'est-ce que j'ai passé, comment est-ce que j'ai passé du temps à Ebolova, qui est devenue une très belle ville d'ailleurs maintenant, après le comice agro-pastoral. Donc en fait, on a travaillé. C'est effectivement dans cet épisode qui m'a permis de toucher le fond. Donc en fait, quand on est ingénieur aujourd'hui, on est d'abord ingénieur de développement parce qu'en fait, on est parti du fond. On sait exactement comment réagir un ouvrier. Tout à fait. Étant ingénieur, vous comprenez bien que vous êtes sur la table
de ferraillage avec le gars, vous savez, vous mangez le même bout de pain, vous êtes chef d'équipe, vous travaillez, et puis après, vous montez progressivement, vous travaillez, et puis vous revenez à Yaoundé. Et puis à Yaoundé, je ne suis pas arrivé à Yaoundé, j'ai été nommé directement directeur. Je voudrais signaler que je n'ai été qu'un fonctionnaire. Hein. Oui. Je n'ai jamais été un homme d'affaires. C'est-à-dire que ça fait que mon nez, depuis que je suis sorti de l'école, mon nez a toujours été dans le travail. En permanence dans le travail. Je n'ai même pas eu le temps d'avoir un stage pour me perfectionner en quoi que ce soit. Ça a toujours été tous les ans, à peine tu as ton mois de congé, il faut repartir. Donc en fait, du coup, les stages, je n'ai même pas pu les faire. Donc en fait, je suis un self-made man. Et quand bien même j'arrive en 2006 à Yaoundé, c'était vraiment pas évident. Des petites anecdotes du genre, vous arrivez, des jeunes gens à qui vous donnez les beignets entre guillemets, pendant que vous étiez déjà sortis de l'école et qui venaient parfois en stage chez vous. Quand vous revenez 15 ans après sur Yaoundé, vous trouvez que c'est eux qui sont vos chefs. Parfois, c'est difficile à gérer. Un peu frustrant, peut-être même à la limite. Non, c'est pas frustrant. Parce qu'en fait, quand on sait là où on va, rien ne peut vous frustrer. Chacun a son rythme. Et puis, vous savez aussi quelle est votre capacité à pouvoir faire bouger les choses. Donc, on arrive en 2006 comme chef de service. Certains de mes jeunes confrères étaient directeurs. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien se mettre au travail. Et on s'est mis au travail. Et 5 ans plus tard, étant chef de service, on a été nommé directeur de route. Alors, on va revenir à vous dans quelques minutes. Donnons la parole à l'auteur. Est-ce qu'il a été facile pour vous de réaliser la biographie? D'abord parce que le sujet d'étude est toujours là. Et donc, il y a des risques qu'il corrige en certains moments. Ici, c'est vrai, ici, c'est pas vrai. Se lancer dans cette activité-là, il vous a certainement fallu aller à l'école de la biographie parce qu'il existe plusieurs styles. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner la différence fondamentale qu'il y a, par exemple, entre la biographie qu'on devrait faire, l'autobiographie, les différentes rubriques dans ce domaine-là, peut-être pour que les uns et les autres se retrouvent, puisque vous avez fait un travail dessus. Oui, je voudrais d'abord préciser que une biographie est nécessaire. Je vous dis, dans une situation où il y a une carence d'historicité et dans un contexte d'imposture, une biographie est nécessaire parce qu'elle remet les pendules à l'heure. Avant de revenir à votre question, j'ai appris, il y a des gens qui m'ont dit, c'est moi qui ai construit telle route, c'est moi qui ai construit tel pont. Mais quand je mène les enquêtes, il n'a même pas été à côté. L'imposture a gagné notre société. Et on a besoin de l'histoire d'une route. Qui a construit? Quels sont les acteurs qui ont permis la construction de la route Yaoundé-Bertois? Tout à fait. Ou Yaoundé-Ayos, Yaoundé-Ayos-Bonis. On a besoin de ça. La postérité a besoin de ça. Et il faut évacuer les impostures et remettre l'histoire à sa vraie place. Ça, c'est une précision que je voulais faire. Maintenant, une biographie, c'est un écrivain qui a une caméra, il filme la vie de quelqu'un. Il passe cette caméra sur la vie de quelqu'un et il la restitue. C'est un récit, une biographie. C'est-à-dire que il y a deux personnages qui sont en jeu. Il y a le personnage qui fait le récit et le sujet relaté. C'est-à-dire que le sujet relaté, c'est la personne qui fait le récit. Donc, voilà la biographie. L'autobiographie, c'est quelqu'un se raconte. Il raconte sa propre vie. Généralement, dans une biographie, on conjugue les verbes avec un sujet à la troisième personne. Il a fait ceci. Il était ceci. Alors que dans une biographie, dans une autobiographie, c'est la première personne. Il y a toujours le je qui revient. Jamais il a, parce que c'est moi qui me mets en exergue.
Tout à fait. Donc, maintenant, pour écrire une biographie, il faut aller à l'école. Moi, je n'avais jamais écrit une biographie et depuis que j'ai commencé le métier d'écrivain. Alors, il m'a fallu lire beaucoup de biographies. Et je reprécise quand même que au Cameroun, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Et on y reviendra certainement. Donc, j'ai dû lire beaucoup de biographies pour essayer de voir comment les autres ont fait. Et comment ils ont procédé. Pour rédiger les biographies et les autobiographies. Oui. Je pense que avec un peu d'effort, j'y suis parvenu et je rends grâce à Dieu. Qu'est-ce qui inspire donc finalement? Qu'est-ce qui inspire un auteur pour écrire une telle biographie? C'est d'abord la société, comment il les regarde. Vous pouvez être un grand footballeur, vous pouvez être un grand ingénieur, vous pouvez être un grand professeur d'université. C'est ça, c'est important. Mais qu'est-ce qui vous fait être grand professeur? Ce n'est pas forcément parce que vous transmettez bien le savoir. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est même pas suffisant. Ce qui est suffisant et qui est plus important, ce sont les valeurs que vous dégagez autour. Vous voyez, un professeur, on n'apprend jamais l'assiduité à l'école. On n'apprend pas la ponctualité à l'école. On n'apprend pas la loyauté à l'école. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un module à l'école où on vous dit, pour être un grand professeur, il faut être loyal. Non. Mais attention, vous êtes un grand professeur, vous restituez bien les cours, mais si vous êtes paresseux, si vous êtes inassidu, si vous n'êtes pas ponctuel, si vous n'êtes pas travailleur, je vous assure que vos élèves ne retiendront rien de vous. Ils vous diront d'ailleurs ce n'est pas un bon professeur. Donc je pense que voilà autant de choses qui nous ont inspirés. Et nous avons regardé, il n'est pas le seul qui dégage toutes ces valeurs auxquelles vous certainement vous ferez allusion tout à l'heure. Tout à fait. Mais nous avons dit, attends, vous pouvez aller vers quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui dans sa vie ne veut rien partager. Ne veut pas s'ouvrir. Se dévoiler totalement. Oui. Donc il y a ce problème-là. Et je profite pour dire quand même que j'aurais dû écrire avant une biographie. J'ai travaillé avec une icône du football camerounais. Et les difficultés auxquelles j'ai été confronté, c'était lui-même. J'ai compris que lui, il ne voulait pas qu'on écrive. Il ne voulait pas qu'on écrive sur lui et on est resté là, le projet n'est pas. Donc, pour quelle raison peut-être il avait des choses à cacher. Il avait des choses à cacher dont je n'avais même pas l'intention de révéler. Parce qu'une biographie, ce n'est pas pour révéler les... Parce qu'en fait, la biographie, c'est quoi? C'est pour donner aux autres matière à identification. Alors, vous ne pouvez pas donner à la société une mauvaise matière à identification. Oui. Mais vous n'allez pas éluder une certaine réalité. Ce que je veux dire, c'est que on met en exergue des valeurs auxquelles la société pourrait s'identifier. Et je pense que c'est l'œuvre utile d'une biographie. Donc, pour me résumer et pour répondre aux différentes articulations de votre question, il y a une différence fondamentale entre un essai, un roman, une biographie, une autobiographie. J'ai essayé autant que j'ai pu de brosser ces nuances et ces différences. Et c'est l'occasion de dire que les sociétés qui veulent évoluer peuvent et devraient aussi penser à présenter leur modèle de vie, leur modèle inspirant et qui permet à la société de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'identifier. Et au Cameroun, on compte les biographies au bout de doigts. Et c'est un défi, ça a été un défi pour nous de sortir cette biographie. Et je crois que dans les années à venir, ça pourra inspirer les autres de pouvoir continuer dans le chemin qui a été tracé. Tout naturellement. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. On prend congé de nos invités, le temps de cette rubrique. Cap ce soir sur l'autopsie des conditions de la femme au Sénégal et en Afrique de l'Ouest.
C'est à travers l'ouvrage intitulé Une si longue lettre et dont l'auteur est Maria Maba, les classiques littéraires. Annie Lisette Ambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Et bonsoir à votre invité. Une si longue lettre est le premier roman de l'écrivaine sénégalaise Maria Maba, publié pour la première fois en 1979. Écrit en français, l'ouvrage prend la forme d'un roman épistolaire où Ramatoulaye Fall raconte à Aïssatou, son ami de longue date, son veuvage et sa vie de femme et de mère. Aux événements de sa vie s'entrelacent ceux de son ami Aïssatou. Ce roman célèbre aborde le statut des femmes au Sénégal et plus largement en Afrique de l'Ouest. Au cœur de ce roman, la lettre que l'une d'elles, Ramatoulaye, adresse à sa meilleure amie pendant la réclusion traditionnelle qui suit son veuvage. Elle évoque leurs souvenirs heureux d'étudiantes impatientes de changer le monde et cet espoir suscité par les indépendances. Mais elle rappelle aussi les mariages forcés, l'absence des droits des femmes. Et tandis que sa belle famille vient prestement reprendre les affaires du défunt, Ramatoulaye évoque alors avec douleur le jour où son mari a pris une seconde épouse, plus jeune, ruinant 25 ans de vie commune et d'amour. La Sénégalaise Maria Maba est la première romancière africaine à décrire avec une telle lumière la place faite aux femmes dans sa société. Une si longue lettre est éditée par Nouvelles Éditions Africaines. Maria Maba est née le 17 avril 1929 à Dakar, au Sénégal, et est morte dans la même ville le 17 août 1981. C'est une femme de lettres sénégalaise, nantie du prix Noma de publication en Afrique. Une si longue lettre et le chant écarlate sont ses principales œuvres. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Ekamene mujanyo lango nonde di midongo odimbea wa dewa muto wamene mondobi obi edimba belonge yesibewa yemba jembele belonge yesibena wae Natondi wanaiwia seseni pula mwamba eni bwamba mulema Natondi wanandola tim Merci à Annie Lisette Ambassa pour ce classique littéraire ce soir. On revient en plateau peut-être pour poser l'autre première question pour cette autre série à l'auteur Valentin Ateba. On venait d'écouter un classique littéraire. On imagine bien que lorsqu'il fallait écrire cette biographie, vous avez eu peut-être quelques noms, un ou deux autres auteurs qui vous ont inspiré. Peut-être pas seulement forcément pour cette biographie, peut-être dans l'écriture en général. Non, tout m'inspire. Il n'y a pas un auteur qui m'inspire. C'est-à-dire que tous les auteurs que je lis, il y a quelque chose que je tire bien. Donc je ne peux pas dire qu'il y a tel auteur qui m'a vraiment inspiré. Ça c'est pour être vraiment... J'ai même dû réfléchir. Mais en réalité, qu'est-ce qui m'inspire? C'est les faits sociaux. Et un auteur doit avoir une véritable capacité d'inventivité. Il doit... Je voudrais dire qu'écrire un roman, c'est mentir. Il faut savoir mentir en grossissant les faits, en imaginant des situations inimaginables. En créant le rêve. En créant le rêve, en vendant ce qui... Vous créez des situations qui sont presque extraordinaires.
C'est ça le romancier. Donc, il y a des gens qui peuvent vous inspirer. Tous les auteurs, un auteur n'écrit pas pour rien. Tous les livres que j'ai lus m'ont inspiré. Donc, si j'ai lu 100 livres, tous les 100 auteurs m'ont inspiré, m'ont frappé. Il y a quelque chose qui m'a frappé en eux. Donc, j'ai tiré certainement un enseignement à eux. Maintenant, pour écrire une biographie, j'ai pu comprendre qu'il y a une différence entre l'écriture africaine. Quand un nègre écrit, un nègre, un Camerounais écrit une biographie, c'est totalement différent. Il y a une émotion, il y a une sensation que vous lisez chez l'auteur noir qui n'est pas forcément la même sensation, la même émotion que chez l'auteur occidental, chez l'auteur français. Donc quand vous lisez les biographies, la biographie de Sarkozy, la biographie de Reagan et tout ça, vous voyez, il y a quelque chose, vous ressentez que vous lisez quelque chose qui n'est pas totalement... Vous mangez une nourriture qui est salée mais qui n'est pas trop salée. Alors que chez l'Africain, vous mangez une nourriture qui est bien épicée, salée, bien là. Donc, c'est peut-être, je ne parle en posture d'auteur nègre, mais c'est comme ça. J'ai une culture et elle agit en moi. Et j'ai aussi les yeux d'un nègre. J'ai la mentalité d'un nègre. Et tout le monde a ça. Même le blanc, il va vous dire qu'il y a une différence entre le roman d'un Africain et le roman d'un occidental. Donc, je dis, je peux me résumer, tout m'inspire. Tout m'inspire. Mais la vraie inspiration vient de Dieu. La vraie inspiration vient de Dieu. Alors, l'ingénieur Richel, Léopold Akono-Vondo, dans votre parcours, vous avez certainement eu également des lectures, peut-être pour affiner votre travail. Vous lisez aussi beaucoup, on imagine bien. J'avoue que j'aime le livre, mais je ne suis pas un très grand lecteur. J'ai une bibliothèque à la maison. On peut trouver à peu près 100 brochures des auteurs différents. On lit un peu de tout, mais je ne suis pas un très grand lecteur. Mais j'aime l'art, j'aime le livre. Particulièrement les romans de l'auteur sont souvent assez croustillants. Oui, ça c'est vrai. Ah ouais, mais quand je lisais même cette biographie-là, je l'ai lu. En fait, c'est 2 heures de lecture, mis bout à bout. C'est-à-dire, si vous vous asseyez dans la nuit, à 2 heures du matin, à 5 heures du matin, vous aurez tout lu. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas arrêter de lire. Donc, en fait, il y a quand même c'est-à-dire que cette finesse d'écriture, le verbe juste, à la place cette finesse d'écriture, mais surtout cette énergie qui est dans sa façon d'écrire. S'il y a des auteurs que j'ai lus entièrement, je crois que c'est l'auteur de cette biographie et parmi les gens, des auteurs que j'ai beaucoup lus. Donc la lecture, j'aime le livre, mais je ne lis pas beaucoup. D'accord. Alors, pour aller toujours puiser dans le livre qui est une bibliographie, du moins une biographie qui vous est dédiée, il y a des motifs de satisfaction au cours de votre carrière. Vous rappelez une anecdote, le président de la République en personne vous a trouvé au four et au moulin en train de réparer une route. Une expérience comme celle-là, on ne l'oublie jamais. Oui, il ne faut même pas avoir l'habitude d'oublier. Parce que si vous oubliez, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avancer. C'est un événement parmi tant d'autres, mais qui est un événement qui, dans notre société, fait... Mais quand vous êtes au travail, vous faites votre travail. Quand vous regardez dans la biographie, je suis en bras de chemise. Tout à fait. Je suis en bras de chemise, donc j'étais en train de faire mon boulot. Et c'est le hasard qui a bien voulu que le chef, en passant par là, s'arrête pour voir le travail que cette petite personne était en train de faire. Donc, on n'oublie pas, mais c'est un événement normal. Le chef regarde ces choses et puis il s'arrête. Là où il veut s'arrêter, il s'est arrêté. Il m'a trouvé en train de travailler. Alors, il y a eu également une médaille. Il y a eu une médaille qui est comme une récompense. Vous n'avez pas eu à rédiger des documents, vous n'êtes pas passé par des bureaux feutrés pour demander à ce qu'on vous remette cette médaille, vous l'avez reçue?
J'avoue que cette médaille de chevalier de l'ordre de la valeur, elle m'est arrivée comme ça, on m'a informé. Et apparemment, c'était à l'issue de la construction du très beau pont qui a remplacé le vieux pont de l'enfance de l'époque. Le pont de l'enfance sur la Sanaga. Oui. Lorsqu'on va vers Tui. Derrière ça, c'est-à-dire par ça, parce qu'il y a un nouveau pont qui est construit maintenant du côté de Batienga aussi. Donc, apparemment, c'est après qu'on ait construit ce pont et qu'on nous a proposé aux décorations qui, lorsque le Premier ministre est allé inaugurer cet ouvrage, on pensait pouvoir nous les remettre pendant qu'on inaugurait l'ouvrage. Mais ça a été plutôt fait par la suite. Donc en fait, cette médaille m'a été dédiée à titre exceptionnel. Je n'ai jamais fait de dossier. Mais cette année-ci, j'ai fait un dossier qui n'a pas abouti, parce que je voulais le passer, qui n'a pas abouti, ou alors qui aurait abouti, mais je n'ai pas encore eu de résultats. Avec les perturbations, peut-être les informations arriveront. Il y a ces motifs de satisfaction, mais il y a une partie du livre qui est davantage interpellateur. C'est surtout les derniers chapitres. Pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur du génie civil devrait davantage intéresser le Cameroun? Il faut créer une structure qui sera à la hauteur de celles qui viennent de l'Égypte et d'autres pays pour venir gagner des marchés au Cameroun. Il faudrait peut-être réfléchir comment le faire, s'il faut réfléchir dans ce sens-là. Bon, avant d'y arriver, je voulais qu'on marque un peu des points avant d'arriver à des choses un peu plus techniques peut-être. Non, pas techniques, qui apportent de la valeur ajoutée au Cameroun, qui apportent de la vie au Cameroun, qui apportent quelque chose à l'économie. Je voulais quand même dire qu'en fait, cette biographie est un travail de fond. Les gens avaient bien voulu, quand ils ont vu génie civil, une vie d'ingénieur, de voir les formules de résistance des matériaux, en fait, de voir, par exemple, des images de ponts qu'on aurait construits, des images de routes qu'on aurait construites, des images de bâtiments qu'on aurait construits. C'est bien. Parce que quand on lit une vie d'ingénieur, 30 ans de génie civil, on s'attend à voir un certain nombre de choses. Mais je voudrais dire que, en fait, ces choses existent. Le génie civil, comme je vous ai dit, c'est tout ce que vous voyez. En fait, les ingénieurs, en général, ils sont après le bon Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui, là où vous n'avez rien vu, ou là où il n'y avait rien, quelque chose naît. Et c'est eux qui le construisent. Là où il n'y avait pas de smartphone, c'est des ingénieurs qui construisent le smartphone. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette biographie n'avait pas pour objectif de venir faire un peu de science, mais elle avait pour objectif d'apporter une autre façon de penser, une autre façon de vivre. Et on estimait qu'en le faisant, beaucoup, parce qu'il faut avouer que notre société a quand même beaucoup de problèmes. On n'a pas de gens qu'on peut suivre. On ne dit pas qu'on est parfait et puis on ne peut même pas avoir tout fait bien. Mais il y a toujours des choses qu'on tire dans la vie. Parce que chacun d'entre nous est un parent. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir dire à vos enfants? Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes parent, c'est que vous pouvez apporter quelque chose à votre famille. Donc, en fait, ce travail, il fallait le dire, était une façon de présenter une vie qu'on pensait pouvoir mettre à la disposition de la postérité. C'est-à-dire qu'en fait, voilà quelqu'un qui est parti de rien et qui, sans avoir tout ce que nous avons là dehors maintenant, je crois que nous nous comprenons très bien. Tout à fait. Et arriver
là où les gens ne pensaient pas qu'on pouvait arriver. Il était d'abord, c'est pour ça que toute cette vie-là est relatée. Oui. Et puis, avoir la possibilité d'avoir des gens qui peuvent vous dire il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et avoir la possibilité d'avoir des gens qui disent, après les témoignages, c'est pas, ils ne disent pas, c'est des témoignages qui le disent que quand on a des jeunes qui arrivent, il faut pouvoir leur mettre le pied à l'étrier. Tout à fait. Leur apprendre comment est-ce qu'on reste, comment est-ce qu'on travaille. Parce qu'en fait, imaginez un seul instant, si à l'école, vous n'avez pas appris, ou alors dans votre vie, vous n'avez pas appris à rester sur place pendant 2 heures de temps. Même quand vous êtes président de la République ou ministre, ou alors directeur, il sera difficile que vous puissiez vous asseoir et lire les dossiers importants pendant longtemps. Donc il était question qu'on relate un peu ces petites choses qui font en fait le gâteau. Et le reste, les nominations et autres, c'est la petite cerise qu'on vient poser sur le gâteau qui est déjà... Et cette cerise vient embellir, mais elle ne peut pas vivre toute seule, la cerise. Il faudrait bien qu'il y ait un gâteau. Tout à fait. Pour qu'en fait, la cerise et le gâteau, on puisse joindre l'utile à l'agréable, et puis qu'on puisse avoir quelque chose qui tient la route. Donc, en fait, c'était l'objectif de cette biographie, initialement, pour permettre aux gens de comprendre qu'il y a une autre façon de faire les choses et qu'on peut arriver par le travail et grâce à Dieu, on peut arriver partout. Et je pense que beaucoup de jeunes, après le petit passage qu'on a eu à faire, aux travaux publics, parce que je n'ai travaillé qu'aux travaux publics. Hein. Oui. Je ne suis jamais allé dans un autre ministère depuis pratiquement 30 ans. Donc j'ai travaillé aux travaux publics et tous ceux avec qui on a travaillé, on a essayé de leur inculquer cela. Il faut éviter quand on est chef, par exemple, d'envoyer son collaborateur aller chercher de l'argent pour vous. Vous êtes en train de le détruire. Donc ce sont toutes ces petites histoires que les autres racontent. Toutes ces petites histoires, quand vous dites que vous êtes ingénieur, le directeur, quand il est ici à Yaoundé, ou alors c'est pas lui qui fait la route sur le terrain. Pas du tout. Et quand on dit, les gens vont dire, les gens des travaux publics ont l'habitude d'avoir des grosses voitures, ils sont riches, ils volent, ils font ceci, ils font cela. C'est pas juste. Puisque pour aller, par exemple, travailler au fin fond d'Aboulou là-bas, qui doit aller là-bas? C'est d'abord l'ingénieur. Tout à fait. Il ne va pas aller là-bas en brouette ou en bicyclette. Il faut qu'il ait une voiture V8, VX pour pouvoir braver la route. Parce qu'elle est costaude pour pouvoir arriver. Et quand vous venez passer sur la route, vous vous dites, ah, il n'y a rien eu de fait. Donc, toutes ces petites choses. Et puis, à faire comprendre aussi que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis, quand on est chef, quand on est chef d'une structure, il faut pouvoir mettre les gens au travail. Et tout ce que nous avons eu comme victoire, plus ou moins controversée, c'était des choses qui étaient le fruit d'une équipe. Parce que j'avais des ingénieurs. Un ingénieur ne peut pas travailler seul, ne peut même pas être efficace seul. Mais c'est une équipe qui travaille. Bon, maintenant, pour revenir sur le problème de l'entreprise, de génie civil, le problème c'est quoi? C'est que quand vous avez... je ne voudrais pas parler de politique de route. Oui. Parce que cela relève ça un cadre bien précis et bien déterminé. Mais nous constatons que quand on a des entreprises pour lesquelles on peut pouvoir dire allez nous faire ceci, vous leur dites vous êtes une entreprise nationale, vous allez le faire à temps. Oui. Nous pouvons faire beaucoup de choses avec peu. Oui. D'ailleurs que nous n'en avons même pas. Alors, c'est vrai que on me signale qu'on est bientôt arrivé à la fin. Peut-être chacun va dire un dernier mot pour sortir. D'abord, l'auteur Valentin Ateba-Abin. Nous avons seulement 60 minutes. On se rend bien compte que c'est pas beaucoup, mais nous avons dit l'essentiel pour amener les uns et les autres à effectivement lire. Alors, l'auteur. Oui, je voudrais rapidement dire que
je suis fier de cet ouvrage. Oui. Parce qu'il m'a enseigné comment on manage un projet. Oui. Comme quand un directeur c'est un manager. Comment on manage un projet. Quelle est la mentalité d'un bon manager. Ça, c'est ce qu'un jeune ingénieur doit apprendre. Ça m'a appris quelles sont les qualités qu'un responsable doit développer pour mieux perfectionner son métier ou sa fonction. Ça m'a appris qu'il faut être un homme de probité, de désintéressement. Il faut savoir valoriser les compétences et responsabiliser les cadres. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut être un homme qui développe un effort au travail et une abnégation, un dévouement, le respect de la hiérarchie, le sens de la responsabilité, le sens de la collaboration. Et ça, c'est ça, pas moi qui ai témoigné, ce sont ses collègues, ses amis, ses camarades qui ont témoigné qu'il avait ses valeurs, qu'il développait ses qualités. Je termine en disant, si vous permettez, qu'un pays qui veut se donner une vision, un pays qui veut se donner les moyens de se développer, doit créer une multinationale de BTP qui va concurrencer aussi les autres multinationales françaises qui sont au Cameroun. Et le Cameroun, qui est la locomotive en Afrique centrale, devrait plutôt développer cette vision et avoir les marchés en Afrique centrale et devenir le leader en BTP au Cameroun. Valentin Tebabin, merci. Léopold Akono Bondo, monsieur le conseiller technique, merci d'être passé à la radio. Et certainement à la prochaine. Ulrich Kemo était à la mise en onde. Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux. Coordination centrale, Roger Kiek-Lukiki. Supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissa et Jean-Jacques Foucault à la présentation. Prochain rendez-vous jeudi prochain 21h. Royal FM. Royal FM. Royal FM 88.4. 88.4. On sortit là, on sortit ou pas averti, mais ici assez différent.